Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On résume, on analyse les émissions de la WWE, on parle catch. On se retrouve aujourd'hui pour parler du SmackDown du 28 octobre 2022 qui se passait à Saint-Louis dans le Missouri, à l'Enterprise Center précisément. Toujours Michael Cole et Wade Barrett aux commentaires et pour m'accompagner dans l'analyse du show bleu, le plus bleu de tous les shows, l'inusable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants, bonjour Ringside, mais ça va et toi? Oh bah ça va fort. Très fort. Très fort, hein. Malgré la chaleur et le Covid, on est là pour vous résumer ce qui s'est passé dans cet épisode historique de SmackDown, puisque on était cette fois-ci sur FS1, hein. On n'était pas sur Fox. On aura Roman Reigns qui se déplacera pour l'occasion, hein. Il y a pas de raison. On a tous les part-timers quasiment. Ouais, ils sont là, mais on démarre dans les coulisses justement avec la Bloodline. Roman Reigns n'est pas encore arrivé, hein, nous dit Sami Zayn. Il est là pour motiver les troupes, hein. Il fait un discours de motivation à Jey Uso. Il lui dit, écoute, la semaine dernière on a perdu, mais cette fois-ci je compte sur toi, on va gagner, on doit le faire pour Roman avant qu'il arrive dans le building, etc. Voilà, il se motive, il passe sous le titantron et c'est parti pour un match pour ouvrir le show, parce qu'à SmackDown c'est comme ça, on commence par du catch. Les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch qui ne sont pas accompagnés de Sheamus puisque Sheamus est blessé, hein, il s'est fait casser le bras par la Bloodline la semaine dernière. Ou alors il y a 2 semaines, je sais plus. Mais en tout cas, ils affrontent Sami Zayn et Solo Sikoa, qui sont accompagnés des Usos à l'extérieur du ring. Donc c'est parti pour un gros match bien disputé, hein. Les forces en présence sont un peu équivalentes tout au long du match, hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin, Sami Zayn est placé au sol et Butch est parti pour faire un moonsault. Mais on voit bien que Sami Zayn, il joue un petit peu l'opossum, comme on dit, hein. Il fait semblant d'être évanoui. Il est parti pour esquiver le moonsault de Butch. Mais Jey qui est à l'extérieur du ring ne le voit pas de cette oreille et il va tirer Sami Zayn un peu trop tôt. Il va le retirer du ring un peu trop tôt, ce qui fait que Butch va pas se lancer dans son moonsault. Et là, ça va s'engueuler, hein. Sami Zayn, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'interviens? J'avais les choses en main, etc. Jey Uso commence à l'engueuler. Ça part assez fort dans l'engueulade, jusqu'à ce que Ridge Holland vienne percuter tout le monde. Et quand Sami Zayn remonte dans le ring, déjà sonné par Ridge Holland, il se fait piéger dans un petit paquet. Et c'est encore une défaite pour la Bloodline. Et oui. Et oui. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que ça commence à s'engueuler. Ça s'engueule sec jusqu'à ce que une musique retentisse. C'est la musique de Roman Reigns qui débarque au ring avec Paul Heyman, et ils arrivent au ring. Alors, ils étaient en train de s'engueuler. On sent que c'était tendu parce que Jey se retrouve un peu tout seul, hein. Même Jimmy est du côté de Sami Zayn, Solo Sikoa également. Donc ils se mettent tous en randonnion et c'est l'heure pour Roman Reigns de faire un petit peu la morale, hein. Il leur dit, vous vous comportez comme des enfants, je vais vous traiter comme des enfants. Vous allez vous expliquer. Bon, là on a une grosse explication de Sami Zayn, hein, qui dit, je comprends pas, depuis le début Jey tu m'aimes pas, pourtant tout le monde m'aime bien, Jimmy m'aime bien, voilà, Solo il m'aime bien, y a pas de souci, donc voilà, je veux pas que ça continue comme ça, serrons-nous la main, on oublie tout, on va de l'avant. Alors Jey il est un peu voilà, il prend sur lui, il prend son micro, il dit, Sami, écoute Sami, t'as 2 secondes pour dégager de ma face, ça passe comme ça, je t'aime pas, personne ne t'aime, tu fais pas partie de la Bloodline, tu fais pas partie de la famille, voilà, moi c'est moi qui vais te régler ton compte parce que je saigne, je sue pour la famille, parce que je fais partie de la famille, toi tu fais partie de rien, j'aime pas tes cheveux, j'aime pas ta gueule, j'en ai rien à foutre. Sami Zayn il lui dit, mais non, écoute, il faut quand même que t'écoutes ce que dit le chef de la tribu.
Et là, Jay fait sa grosse erreur. Il dit non, ce que dit le chef de la tribu, moi j'en ai rien à foutre. Et à peine il a terminé sa phrase qu'il se rend compte qu'il a dit une connerie. On a Roman Reigns qui relève la tête à ce moment-là. On sent que ça l'a touché. Il se retourne, il va aller pour s'expliquer avec Jay, mais il se fait interrompre par Sami Zayn. Sami Zayn, l'avocat du diable, qui va prendre la défense contre toute attente de Jey Uso. Il explique à Roman que voilà, il y a eu une dure semaine. Jay, il faut pas l'écouter. Il pense pas ce qu'il dit. Il se sent pas très aussi, comme il dit. Et à partir de là, c'est ça qui c'est magnifique parce que Roman Reigns a du mal à garder son sérieux. Jay est à deux droits d'éclater de rire. Il se cache la tête dans ses mains, etc. Mais on essaye tant bien que mal de terminer la promo. Et Reigns explique que si tu te sens pas très aussi, Jay, voilà ce qui va se passer. Soit vous réconciliez, vous arrangez les choses. Sinon, je vais enlever la petite mention honoraire sur le t-shirt de Sami. Et Sami, désormais, on va changer son nom et il s'appellera Sami Uso. Et on entend des chants pour Sami Uso dans le public. C'est mal parti pour Jay. Et c'est le moment de terminer la promo avec notamment Paul Heyman avec grande classe qui prend le micro et qui nous dit maintenant un petit mot de notre sponsor. Fondu au noir, c'est l'heure de la pub. Et c'est la fin de cette promo. Alors évidemment, quand je la raconte, je fais pas honneur à la promo. Il faut la voir. Il faut la voir cette promo. Il faut voir le déroulé de Sami Zayn. Il faut voir Roman Reigns, Jey Uso qui a deux droits de claquer de rire. Mon bon papy, dis-nous tout. Si ça t'a plu, mais d'abord, accueillons Géliel qui vient de débarquer à l'improviste. Ça va, Géliel ? Oui, accueillons Géliel. Hello Ringside, hello papy, et désolé du retard. Voilà, désolé, j'étais dans les bouchons, c'est la vie, triste vie, même en slip, j'avais préparé mon slip dans la voiture pour être le plus rapidement possible disponible, mais ça n'a pas suffi, je suis désolé, donc voilà, excusez-moi pour le retard, je suis désolé. Ouais, les rues de Ketchup dans notre studio parisien sont souvent encombrées, même le samedi. Voilà, il faut passer au milieu des fans, quoi. C'est compliqué. Ça, c'est ça aussi, voilà. Bon, toujours passer par l'entrée de derrière. Enfin, pas donner tous nos secrets de comment on arrive à régler les problèmes. Voilà, surtout en slip, voilà. Mais bon, ça choque plus les gens maintenant à force. Bon, et t'arrives à point, puisqu'on vient juste de terminer mon résumé de la première promo de la Bloodline. Et Papy allait nous dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense, Papy ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Alors, ta promo est aussi le match avant, quand même, avec qu'on oublie du coup, parce que la promo a un peu effacé tout le reste. Moi, tu vois, en commençant l'émission, j'étais persuadé que l'émission ait commencé par la promo. Alors que non, il y a eu quand même un petit match avant entre les Brawling Brutes et une partie de la Bloodline. Ce match-là qui sert vraiment d'apéritif pour lancer la promo finalement, parce que en fait ça met en exergue les distensions entre Sami et Jay une nouvelle fois. Et puis attention, c'est exactement ce qui se passe, puisque à peine le match se termine, qu'il se fout sur la gueule, et direct t'as la musique de Roman qui s'enclenche, et là c'est parti, on monte de 3 ou 4 niveaux. Et puis grosse promo, effectivement c'est compliqué pour regarder leur sérieux quand une fois que Sami balance le mot aussi, là t'as Roman qui lui pour le coup éclate de rire, mais bon il le fait un peu dans son rôle, je suis le chef de famille un peu qui rigole, puis qui maîtrise un peu le truc. Puis par contre Jay qui devait garder un visage impassible, c'est compliqué pour lui, passer son temps à se remettre les mains devant la tête, il remettait. Et à un moment il s'est quand même marré parce qu'il en pouvait plus, hop il est reparti à la tête en arrière, il est revenu sérieux. Et puis ils ont réussi à finir le truc comme ça avec le grand spectacle avec et du coup Reigns qui en fait des caisses avec Sami Uso et puis qui marche à fond dedans. Et puis comme tu dis, ça se termine avec un Paul Heyman qui limite nous dit bon voilà, le show est terminé, j'espère que vous avez bien profité, maintenant c'est la pub. Et puis Roman il se casse, Et puis effectivement juste au moment où il dit ça, tu vois Roman qui se barre et t'as la pub qui se lance. Tu fais oh putain, effectivement c'était vraiment calibré pile poil. Et puis voilà, on a le show dans le show qui est la Bloodline, et puis qui marche terriblement parce que le public a mordu dedans avec envie, et nous aussi.
Ouais, tout a fonctionné dans cette promo de mon point de vue, de ton point de vue. Mais Géliel, est-ce que toi tu aimais quelques réserves ou est-ce que tu consacres? J'ai adoré On est d'accord. les angles de jeu se renouvellent pas forcément, mais on atteint à chaque fois des petits détails, des petits points supplémentaires. Là, c'est juste incroyable. Et puis même l'arrivée même de Roman Reigns. Alors j'imagine que vous en avez parlé, mais parce que ça commence quand même sans lui. Et puis d'un seul coup, il y a Roman Reigns qui arrive et on se dit voilà, il va mettre tout le monde d'accord. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et on pense pendant un moment que ça va vraiment. Enfin, moi, je me suis dit, ça y est, c'est le split, quoi. Jay, il va partir dans un coin, et voilà, et en feud avec je sais pas lequel, peut-être même avec Roman à un moment. Et alors derrière, ce que nous sert Sami Zayn, c'est énormissime. Tout le monde est mort de rire sur le ring. On voit bien que franchement, ils sont tous mais éclatés de rire. Et puis bah voilà, ça fait une promo. Alors, je sais même pas si maintenant, il faudrait pas compter les interventions de la Bloodline, même sans catch, comme des segments à part entière. Ça a duré quoi, 10 minutes, 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Enfin, ça occupe comme un match en fait quasiment quoi maintenant, vu la qualité, vu la qualité de la promo. Ouais. Et donc, c'est vraiment, vraiment génial. Effectivement, je rejoins Papy sur le petit détail où on voit quand même Roman Reigns qui se casse au moment où il y a la pub qui part. Ça faisait un peu, surtout après le segment de Paul Heyman qui dit, en plus il l'annonce, notre sponsor, etc., etc. Non, vraiment, vraiment super bien. Et je rattrape en 3 secondes l'intro avec le punner qui était aussi d'un bon niveau, je trouve, au niveau du match, avec évidemment beaucoup d'overbooking, mais quand même très sympa. Et donc, qui termine le segment, enfin, qui clôt pour le moment le segment Bloodline de manière vraiment très, très efficace, avec cette énorme promo comico, acto, ce que vous voulez, quoi. Enfin, qui était vraiment très, très bonne, quoi. À WWE pure souche, là, pour le coup. Il y a tout qui fonctionne tout fonctionne dans cette promo là. Moi j'étais aux anges du début à la fin. Gros acting effectivement de Sami Zayn. Alors tout le monde tient bien son rôle. Bon, Jay visiblement il a quand même des soucis à garder son sérieux, mais sinon tout le reste il était parfait quoi dans le segment. Et puis ça rajoute un petit truc, le fait que les mecs ils partent un peu en vrille pendant le segment. Ça devient rare qu'on voit ça maintenant dans les shows calibrés. Voilà, tu sens qu'ils s'amusent, qu'ils sont même, je pense, étonnés de la qualité de ce qu'ils arrivent à sortir. Et puis qu'en plus ils sont heureux de faire le truc quoi. Donc quand c'est comme ça, quand ça se passe comme ça au plus haut niveau de la WWE, c'est quand même on est vraiment dans des moments qu'on n'oubliera pas de sitôt. Je pense qu'elle va faire date moi cette en plus ça en dit un peu long, enfin, ça en dit un peu en creux aussi sur, je pense, la bonne ambiance actuelle et le côté un peu sain du truc, parce que, enfin, ça vient pas aussi naturellement. Alors, il peut y avoir effectivement un jeu d'acteur, mais ça vient pas aussi naturellement si l'ambiance de travail autour est pas aussi au beau fixe et que tout se passe bien derrière. Donc, voilà, tout le monde a envie de communier, de participer au truc, et je trouve ça vachement bien. Ouais, c'est un truc qui transpire quand même depuis le passage de Triple H. Là, il y a plein de critiques qu'on peut donner à la prise en main de Triple H, mais il y a quand même un truc qu'on ressent, c'est effectivement que les catcheurs sont un peu plus à la cool, un peu plus relâchés. Il y a aussi un truc au niveau de la réalisation, là notamment le passage avec Sami Zayn quand il se fait enlever du ring jusqu'à l'arrivée de Ridge Holland là qui les percute. Il y a un truc qui se faisait pas du tout avant, c'est que tout est filmé par la même caméra en un plan séquence, on dirait au cinéma quoi. Il n'y a pas de coupure, ça donne du réalisme à la séquence, et ça c'est un truc qui serait pas fait, je pense, sous Vince McMahon, où ils ont plutôt l'habitude de surdécouper les séquences, et ça a souvent d'ailleurs plombé pas mal de séquences comme ça qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. On essaie de raconter des trucs un peu plus compliqués. Là, ça vient peut-être aussi du fait que, contrairement à l'époque de Vince McMahon, on déchire pas le script le matin même pour réécrire quelque chose derrière. Du coup, ils ont pu bosser, à mon avis, la séquence en amont, ce qui fait que quand ils arrivent au ring, ils sont assez relax et ils peuvent se permettre d'improviser un petit peu. C'est plus fluide, c'est plus maîtrisé. C'est plus fluide, voilà. Ça se sent, et forcément, ça se sent. Et comme les mecs sont à la cool et que c'est des gens qui ont de la personnalité, bah forcément. Voilà, quand t'arrives à des séquences comme ça où les mecs peuvent se permettre en plus d'éclater de rire au milieu du truc,
d'avoir des crises de fou rire tout en continuant à arriver au bout de ce qu'ils ont à raconter, tout en ayant le public dans la main et nous derrière notre écran, quoi. Donc ou devant notre écran. Mais après, ça s'est favorisé aussi par la qualité des mecs eux-mêmes. Hein. Je pense ça aussi. Il y a les bonnes personnes qui sont en haut là. C'est ça. Là, ces gars-là, tu peux leur laisser assez de liberté pour s'éclater sur un segment de 15 minutes et faire un peu mener la foule comme ils ont envie parce qu'ils savent faire. Il y a d'autres gens et c'est un peu, c'est pas. On en aura plus tard. On en parlera plus tard. Sur ce que je reproche un peu de la gestion Triple H, c'est qu'il ne faut pas laisser trop de liberté à d'autres parce que ils sont pas tous capables de gérer des segments comme ça, quoi. Exactement. D'ailleurs, on a un petit flash de Bray Wyatt pendant la séquence, dont il reviendra en fin d'émission, Bray Wyatt. Tiens, un petit spot aussi. Sarah Logan, les Viking Raiders, ils font un feu de camp. Ils reviennent bientôt. Ils ont cramé du bois hein, depuis des semaines. Ils ont cramé du bois, ouais. Ça, ils ont cramé. Ouais. Surtout qu'il fait relativement chaud, donc il n'y a aucune raison d'allumer un feu, mais bon. On notera quelques plans sur la poitrine de Sarah Logan. C'est pas très subtil, ça, pour vendre les trucs, Monsieur Triple H. Qu'est-ce qu'on a après? Les New Day. Le New Day qui affronte les Maximum Male Models, surtout. Hein, ils sont de retour, les Maximum Male Models, avec Maxine Dupree. Ils font le spectacle. Alors les New Day, ils sont quand même tombés bien bas parce qu'ils font leur promo via un petit médaillon comme ça en bas d'écran. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'ils racontent, mais rien de très intéressant. Et au final, le New Day bat les Maximum Male Models. C'était vraiment un match pour remplir un match de remplissage, on va dire. Mais Maxine Dupree, quand même, pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette petite séquence? Non, ça comble, c'est à peu près tout, quoi. Ouais, moi, j'ai deux petits trucs à dire. Je pense que le New Day, là, pour l'instant, il est en réserve de République le temps qu'il ait son match pour le titre contre les Usos pour le record de durée de titre qui sera certainement après Crown Jewel. Et si un point important, c'était l'anniversaire de Mansoir hier soir. Donc bon anniversaire Mansoir. Un bon anniversaire à Mansoir. Avec le suspense toujours, est-ce qu'il sera à Crown Jewel ou pas? Oh, je le sens pas. On le sent pas, hein, ça. Ou alors s'il y va, il risque comme de pas partir vivant. Donc ouais. Faut faire attention. Ou alors faut qu'il se fasse. Ça va parler. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que là, ça fait quelque temps qu'il a un vrai programme maintenant, en vrai, alors que avant, c'était quand même son apparition annuelle à Crown Jewel. Donc bon, là maintenant, c'est plus il y a plus autant de nécessité à le faire apparaître quoi qu'il arrive à Mansour, même si c'est le régional de l'étape quand même. Puis il y a Ali déjà qui va aller là-bas, donc c'est bon. La pas de WWE a fait ce qu'il fallait pour y aller avec son degré de finesse avec des gens de la couleur locale. Voilà, c'est ça. Ne prenons pas de risque, Mansour. Kayla Braxton dans les vestiaires interview Sonya Deville qui n'a pas compris qu'il fallait pas se moquer de Liv Morgan, hein, elle continue et puis du coup elle se fait réattaquer comme la semaine dernière et ça se fout sur la gueule, on vient les séparer. Catfight dans les vestiaires. Est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus? Oui, c'était affreux. Voilà. C'était affreux, hein, ouais, effectivement. C'est affreux, alors ça justifie le fait qu'elles ne répondront pas à l'Open Challenge de Ronda plus tard. Ah voilà, oui. Et ça justifie aussi un match la semaine prochaine entre les deux. Super. On se prépare de belles choses à SmackDown pour la semaine prochaine et on reste dans la division féminine. Puisque c'est le temps redouté de Open Challenge de Ronda Rousey. Ah bah voilà. Alors elle arrive au ring. Alors moi j'ai l'impression que les gens n'ont pas trop envie de la huer quand même. Elle va faire ils n'entendent pas ce qu'elle dit, donc. C'est ça aussi, de toute façon, puis on comprend rien à ce qu'elle raconte. Non, c'est pas ça. Hein. C'est le niveau du dessus, c'est-à-dire que c'est l'indifférence quand elle parle. Les gens parlent quand elle parle, en fait. Ouais, c'est ça. Et il y avait une espèce de brouhaha de gens qui avaient d'autres choses à faire pendant qu'elle parlait. Certainement très intéressant. Et je pense que c'est même encore le niveau du dessus, à savoir qu'il n'y a plus de réaction à sa promo. Et je pense que c'est même encore plus grave quand elle est huée, parce que du coup, ça provoque une réaction. Ou qu'elle est en mode face et qu'elle est acclamée. Et là, j'ai trouvé que quand elle commence sa promo parce qu'elle ne sait pas faire taire et puis parce qu'elle n'est pas assez impactante dans ce qu'elle dit, les gens continuent à parler pendant un moment. Et moi, j'ai trouvé ça encore plus catastrophique que d'habitude. Ouais, parce que ça rend très très mal. Ah oui, ça rend mal. Hein.
il y a un mauvais ton, il y a un mauvais, comment dire, une mauvaise diction des phrases là. Elle sait pas quand les arrêter, elle les reprend. Enfin, il y a pas le rythme n'est pas du tout bon pour intéresser les gens en fait. Et effectivement, j'ai la raison en fait. Les gens n'écoutent même plus maintenant. Ils papotent pendant qu'elle déclame son truc en mode récitation, pas du tout. Tu sais, c'est comme les gosses qui récitent leur poésie en la traçant de peur d'oublier quoi. Bah elle, c'est un peu ça quoi. Exactement, c'est expéditif quand elle fait ses promos et c'est pas effectivement, c'est pas percutant. Bon, elle dit que je sais pas, vous reconnaîtrez pas la qualité même si elle vous sautait aux yeux, quelque chose comme ça. Et elle lance quand même son Open Challenge. Et c'est la surprise de la soirée qui répond à l'Open Challenge. On avait parié sur Charlotte, on avait lancé plein de noms, mais on n'avait sûrement pas lancé ce nom-là. Nous avions été naïfs. Voilà, on nous a pris par surprise. C'est Emma qui revient. It's all about me. Emma, mais si, vous vous souvenez dans le temps. Mais si. Si. Oui, mais oui, bien sûr. Emalina, voilà. Souvenez-vous. Voilà, donc une ancienne catcheuse WWE de NXT qui était un temps un petit peu avec Santino Marella. Ça remonte, hein, ça, quand même, mine de rien. Ah ouais, là, c'est son toute première version avec Constantino Marella. Ouais. Elle était pas avec Dana Brooke aussi à une époque C'est pas impossible. Tout le monde a été avec Dana Brooke de toute façon. C'est pas faux. Voilà, qui avait quitté la WWE, qui avait été viré il y a quelques années. Un peu Internet Darling. Hein. Pardon ? Trop de talent, je disais. Trop de talent, ouais, trop de talent. Elle marchait bien Impact quand même. Allez, elle a été un peu à Impact, elle a Ring of Honor. Je sais pas si on l'a pas vu à All In, le tout premier All In. Bon, bref, elle est de retour. Hein. Triple H l'a rappelé, il lui a dit écoute, tu peux revenir, on a un Open Challenge, on a personne de toute façon, tu comprends, je vais pas mettre Alia ou Shotzi, elles vont se blesser. Donc vas-y. Et donc elle affronte Ronda Rousey dans un match exécrable qu'elle finit par perdre suite à une prise de soumission, là, la clé de bras de Ronda. Voilà, donc retour de Emma, blessée, et après il y a une séquence, hein, on va aller jusqu'au bout. C'est Ronda Rousey et qui rencontre, Shayna Baszler dans les vestiaires. Shayna Baszler la félicite et bravo. Puis là il y a Natalya qui débarque, qui dit Ronda, t'as eu de la chance. Si c'était moi que t'avais affronté, parce qu'elle n'a pas le temps de parler, elle se fait agripper par Shayna Baszler qui la pose dans sa prise de soumission, là, sa prise du sommeil. Et voilà, Califuna Clutch, on l'a fait s'évanouir, enfin presque, hein, je finis un peu par tousser. Voilà, maintenant si on vient faire chez Ronda, il y a Shayna Baszler qui est dans le coin, il faut compter avec. Ça c'était plutôt la bonne nouvelle du truc, je trouve que ça fonctionnait bien. Je sais pas si vous avez pensé la même chose, plutôt une séquence sympa. Shayna et Ronda, ça marche plutôt bien quand elles sont ensemble, mais souvent on les met ensemble un épisode, puis l'épisode suivant elles se parlent plus, donc c'est. Ouais, faudrait que ça continue comme ça. Leur premier rapprochement est daté d'avant Clash at the Castle quand même, donc ça remonte quand même à 1 mois et demi, donc c'est bizarre que ça revienne maintenant, mais pourquoi pas. Et puis pour Emma, juste pour finir avec ces histoires-là, moi elle me manquait pas. Enfin, le personnage ne me manquait pas. Néanmoins, je trouve quand même qu'elle est meilleure que des Shotzi et des Alia et des machins. Donc, ne serait-ce que pour renforcer un poil la vision féminine qui est vraiment tellement faible que ça fait pleurer, je me dis que c'est pas si mal. Voilà, voilà. Autant les autres retours, chez les gars, je me dis que c'est des moyenasses au milieu d'autres moyenasses. Là, c'est une moyenasse qui va venir renforcer un peu les nuls. Donc, c'est déjà ça de prix. Ouais, ça renforce un peu la division. C'est une bonne acquisition, Emma. Moi aussi, elle m'a pas manqué plus que ça, mais voilà, elle va pouvoir montrer ce qu'elle sait faire. Hein. On avait beaucoup entendu qu'elle avait été malmenée par la WWE. Il y avait notamment donc ce gimmick d'Emalina là qui avait pris l'eau, hein, parce qu'on avait eu des tonnes et des tonnes d'annonces de semaines là où on attendait cette arrivée d'Emalina, la nouvelle Emma un peu transformée, puis en femme fatale, mais visiblement elle n'était pas prête pour ce type de gimmick, et puis ça avait pris l'eau tout de suite. Elle était arrivée en disant que non, elle ne ferait pas cette gimmick là. Puis après on l'avait plus trop vue. Toi, t'es content du retour d'Emma, GL ? Je cherche un mot gentil sans être trop
Non, enfin, ça m'a fait l'impression d'un retour Royal Rumble, en fait, pour être clair. Ouais. Où elle arrive, elle a une ovation de la foule, voilà, etc. Elle se fait pour pas grand-chose, parce que Ingrid, il y avait quand même pas grand-chose. Alors, c'est difficile parce que la Honda, elle a du mal à mettre over, elle a du mal à... S'il n'y a pas un truc très écrit où elle peut dérouler son truc, etc. Ouais, voilà, exactement. Du coup, ça rend pas bien. Et là, je suis pas persuadé qu'on la revoit un jour. Un Open Challenge, c'est pas forcément fait justement pour lancer des feuds. C'est pour du one shot, quoi. Donc, Emma est venue en mode un peu dire bonjour à tout le monde, faire plaisir à ceux qui la connaissaient. Et puis, voilà. Donc, je suis pas du tout persuadé qu'on va la revoir. Et je ne me manque pas particulièrement sur sa prestation. Mais sa prestation était aussi, comme je dis, pas aidée par une Honda qui est catastrophique en ce moment, quoi. Voilà. Ouais, de ce que j'ai vu d'Emma dans l'Indie, il y avait rien de spécial, hein. Il y avait rien de plus que ce qu'on avait vu à la WWE. Donc, elle a une fanbase. Voilà, peut-être que ça va lui permettre d'être un petit peu populaire pour son retour, mais bon, j'en entends pas grand-chose non plus. Bon, Shayna Baszler en homme de main de Ronda, on est d'accord que c'est la bonne chose. Oui, alors ça par contre, pardon, j'avais pas rebondi sur ce petit bout. Alors c'est très court. Effectivement, on en parle un moment depuis un petit moment parce que les deux ex MMA, ex UFC, etc. Mais on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Elles vont partir en tag team, elles vont finalement se foutre sur la tronche. Ça fait déjà un petit mois et demi qu'il y a un rapprochement ou qu'on commence à sentir des prémices. Je sais pas trop où est-ce que ça va aller. Et alors surtout Natalia, la dernière que j'avais envie de revoir, qui arrive dans la feud. Ouais. Natalia, elle est maligne comme Natalia, parce qu'elle a quand même laissé Shayna tranquillement faire le tour d'elle et puis l'attraper par le cou, tu vois. C'est la fille qui est focalisée sur Ronda, elle voit pas du tout ce qui se passe autour là. C'est. Mais faut travailler sa vision périphérique. Il faut travailler sa vision périphérique. C'est ce que je dis. Mais là, c'est plus que périphérique. Là, c'est ouf. C'est son brushing qui la gêne. Mais Shayna Baszler, moi je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que moi je trouve que c'est une bonne promo Shayna Baszler et qu'elle elle sait bien tenir son personnage. Elle a pas été trop bien servie ces dernières années. Après, quand elle est dans le ring, faut pas non plus s'attendre à un match 5 étoiles, mais avoir cette Becky là pour Ronda, histoire de peut-être de prendre le micro à sa place. D'interagir un petit peu à l'écran, de jouer l'enforcer de service, ça peut peut-être nous offrir quelque chose de plus intéressant que ce qu'on a eu sur les autres semaines. On va pas s'emballer, mais bon, voilà, ça peut être plus intéressant que ce qu'on a eu ces derniers temps. Hey, Legado del Fantasma. Hey. Oh. Juste avant, pardon, j'ai oublié de dire un truc. Jey Uso se pointe à la porte de Roman Reigns. Il est retoqué par Paul Heyman. Hein. Paul Heyman lui dit, écoute, c'est pas le moment, mais t'inquiète, je m'occupe de toi. Je suis derrière toi jusqu'au bout, pour toujours. Donc ça va, c'est Paul Heyman qui fait le tampon. Et ça sent le roussi quand même pour Jey Uso. Alors, Legado del Fantasma, c'est l'heure de régler les comptes avec Hitro. Hein, on sait que la semaine dernière, Legado del Fantasma est venu attaquer Hitro. Donc Hitro, ils ont dit on va avoir un allié surprise, hein, quand même, qu'on soit 3 contre 3 hein, pour cette semaine. Et qui c'est que c'est l'invité surprise? Je vous le donne en 1000. Shinsuke Nakamura. Et donc on a Shinsuke Nakamura qui débarque. D'abord tout le monde se fout sur la gueule un peu dans tous les sens, sauf Bifab et Zelina Vega, parce que je crois que Zelina Vega elle veut pas trop interagir avec Bifab hein, quand même. Je pense qu'elle a peur pour sa santé. Hein, elle a peur pour sa santé. Elle a raison. Elles finissent quand même un petit peu par interagir ensemble. Je crois qu'elle se prend un coup de pied dans la face, Zelina. Et donc, dans le genou, parce que l'autre elle a pas levé son pied. Ouais, voilà. C'est toujours très approximatif. D'accord, il y a un très beau. Il y a d'abord une vidéo qui rappelle un petit peu la rivalité entre Hitro et Legado del Fantasma. Il y a un joli travail de montage pour toutes les séquences avec Zelina et Bifab pour faire croire qu'elles savent catcher.
c'était pas mal. Saluons plutôt l'intention, retenons l'intention plutôt. Voilà, retenons l'intention que l'exécution. Après il y a un match tout ce qu'il y a de plus classique, avec donc du coup la petite cerise sur le gâteau, la présence de Shinsuke Nakamura. Il y a un moment donné, il y a Top Dollar quand même qui monte sur la 3e corde pour en tenant le bras d'Escobar là pour lui faire une descente du bras, un peu à la manière de l'Undertaker, mais moins impressionnant quand même. Et puis au final, Top Dollar saisit Wild là, il le jette dans le ring et Nakamura le frappe avec le Kinshasa, un coup de genou dans la gueule. Forcément, Joaquin Wild ne se relèvera pas. Victoire de Hit Row et Nakamura. C'est la suite de leur rivalité. Une petite victoire pour Hit Row. Shinsuke Nakamura, au moins il est venu bosser. Moi j'ai trouvé que le match était pas dégueulasse. Au final, c'est quand même 3 bons catcheurs, les Legado del Fantasma, donc les autres sont pas si mauvais que ça. C'est une rivalité de bas de tableau, quoi. Je sais pas, Papy, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je veux dire un truc. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et pour le coup, ça me dérange pas. Moi qui n'aime pas trop. Bon, quand ils restent comme ça sur des petits matchs courts et où on les voit pas trop leur gueule, ça me convient. J'admets que des low carders, même si je les aime pas, et puis c'est un petit peu de temps antenne, et puis faire la petite pause de pipi là, le temps qu'on se repose un peu avant la suite des émotions. Bon, c'est un peu, je sais pas, c'est dommage ou pas, parce que Nakamura, je l'aime pas trop non plus, mais quelque part, le voir se retrouver avec tous ces losers là, c'est un peu triste pour lui. Mais bon, voilà, ouais, effectivement, Top Dollar qui monte sur le coin du ring avec assez d'agilité. Par contre, une fois qu'il était là-haut, il sait pas quoi foutre. Hein. Il a fait signer à la foule et tout. Ouais. Mais il fait sa descente effectivement un peu comme l'Undertaker, mais c'était dégueulasse. Mais par contre, il est arrivé là-haut, il sait pas. Oh là, comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé là, les gars? La tête me tourne. C'est vachement haut. Non, je crois qu'il fait un décompte avec les doigts. 1, 2, 3, je crois. Et après, il descend, mais c'est pas, ça se voit pas à la caméra, donc c'est un peu. C'est pas le top du top, quoi. Mais bon, voilà, il tente des trucs. Top Dollar, il a le mérite quand même de se comporter encore un minimum comme un big guy, quoi. Et ça, je pense qu'il l'a compris. Mais ouais, bon, je sais pas. Géliel, toi, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'était assez surprenant déjà de voir Nakamura déjà, et puis non, sinon c'était j'ai pas retenu ça particulièrement, mais disons que j'ai surtout retenu le fait que il y avait beaucoup de matchs, d'ouverture, de fil lancé sur ce SmackDown. Il était très touffu au final en termes d'histoire. Ça partait dans beaucoup de sens. Pourquoi pas, effectivement, Top Dollar avec son. Alors, il a eu son petit moment là. Alors, c'était pas un vrai WrestleMania moment, hein, c'était un SmackDown moment, mais c'était quand même assez marrant. Et alors, je sais plus lequel c'est. Je sais pas si c'est Barrett ou Cole qui disait Luchador à propos de Top Dollar. C'est peut-être un peu enflammé parce qu'il est juste monté sur la 3e corde et puis il est redescendu comme une patate. Mais sinon, ouais, c'était pas insupportable. C'était pas insupportable, mais voilà, ça apportait pas grand-chose. En vrai, je comprends pas ce que vient foutre Nakamura dans la bagarre, quoi, franchement. Oui, alors ça, c'est une bonne question. Ça ressemble à un match d'NXT en vérité. T'as 3 gars contre 3 gars. Il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de star power. Mais c'est des gens qui ont du talent quand même. Donc c'est ça, c'est du NXT, c'est de la low card. Donc, du NXT apporté dans SmackDown, quoi. Voilà, ça sera la low card de SmackDown pendant un moment, je pense. Alors, un petit truc que j'avais presque oublié, dis donc. Il y a Paul Heyman et Roman Reigns qui sont dans les vestiaires. En fait, Paul Heyman essaye de montrer des vidéos de Logan Paul à Roman Reigns, mais Roman Reigns en a rien à foutre, il est sur son téléphone, il dit écoute, on n'a pas besoin de regarder ça. C'est des vidéos de Logan Paul à la boxe, à l'entraînement et tout ça, pour connaître un petit peu les manœuvres de son adversaire. Mais voilà, Roman il dit écoute, il y a que c'est son 3e match, tu vas pas me saouler avec Logan Paul.
Brock Lesnar dit oui, écoute, c'est son 3e match, d'accord, mais Brock Lesnar, il a gagné le championnat de l'UFC avec son 3e match. Alors là, Reigns, il n'a pas l'air de trop aimer ça. Paul Heyman se ravise, il dit non, mais excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je compare pas Logan Paul à Brock Lesnar. Donc, est-ce qu'on n'a pas un Roman Reigns qui est en train de sous-estimer Logan Paul? Il y a eu tout un passage aussi qui était assez long où Paul Heyman racontait qu'il connaissait le médecin du médecin de je sais pas qui de Logan Paul. Et qu'en fait, Logan Paul, il y a des bouts métalliques dans le poing. Et donc, du coup, il y a des espèces de points bioniques là, qui va permettre de mettre KO Roman Reigns, certainement. C'est vrai. J'avais oublié ce passage qui nous rappelle les belles heures de Lex Luger aussi à l'époque, qui avait une plaque en ferraille dans le coude, lui, de son côté. Voilà qui rajoute un petit peu à cette grande rivalité entre Logan Paul et Roman Reigns. Bon, il y a un moment où Roman Reigns va être KO, je pense. Ça... Ouais, de toute façon, on va y avoir intervention. Le one punch, on va l'avoir, quoi, de toute façon. Ça, je le sens. Ouais, effectivement, gros comme une maison. En même temps, ils construisent le truc, quoi. Hein, donc, on pose les bases pour qu'il y ait un enjeu. Ouais. Non, c'était une petite séquence efficace. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais effectivement, on étoffe un peu la rivalité entre les deux. Roman Reigns, qui quand il vient, quand même, il vient dans plusieurs séquences. Hein. C'est pas. Par contre, c'est une demi-peignasse. Il était dans le canapé sur son téléphone. Oui. Voilà, il a peut-être enregistré l'après-midi celle-là. Hein. Ouais, c'est pas faux. Une autre interview enregistrée l'après-midi, peut-être ou pas. Kelly Braxton dans les vestiaires, interview LA Knight. Il est interrompu par Ricochet qui lui dit: t'as quand même une grande gueule, tu devrais pas parler comme ça parce que à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui vient te claquer le baigneur. Hein. LA Knight, il a dit: ouais, mais c'est pas impossible. Et du coup, on en est resté un peu là. C'était une des promos les plus nulles que j'ai jamais vues. Est-ce que vous corroborez ou vous avez vu un talent quelque part? Hein? Moi, j'ai pas capté parce que il fait sa promo, au début de l'interview les Knight, t'as Ricochet qui l'interrompt, puis les Knight fait OK, puis il se barre. Super, bel échange les gars. Et il a même botché l'enlever de lunettes parce qu'il part pour enlever ses lunettes et finalement il ne les enlève pas. Il les enlève dans un deuxième geste après. Et les Knight, Ricochet se fait couper la parole, je crois, par le générique à la fin. C'était 0. Hein. raté les gars. Semaine prochaine vous ferez mieux. Ça devait être en direct, hein, je pense. C'est pas possible autrement. Il avait tout donné dans le segment des Bloodlines. Non. Ça c'était la 10e enregistrement justement, tu vois. Tellement ils sont mauvais les gars. Ils se sont fait tout l'après-midi là-dessus, ils ont réussi à sortir que ça quoi. Oh putain. Oh là là là. Et moi je vous ai vendu LA Knight comme le roi de la promo et tout machin. Voilà ce qu'on nous sort. Non mais bravo les gars, bravo. Après on s'étonne qu'on se fout de leur gueule. Pas beaucoup mieux. Après c'est l'heure de Karrion Kross. Voilà, quand on parle de mais lui il s'est déplacé aussi cette semaine, hein, contrairement à la semaine dernière, avec Scarlett, s'il vous plaît. On a droit à la belle entrée, hein, avec la musique, tout ça. Et il affronte ce soir Madcap Moss. 9 minutes 31 de match, où c'est Madcap Moss qui fait tout. Hein. Kross, il se contente de vendre. Jusqu'à ce que Scarlett, je crois, détourne l'attention de Madcap Moss. Et Kross va en profiter pour lui foutre son coup de coude derrière la nuque, là. 1, 2, 3, victoire de Karrion Kross, et après il se jette sur Madcap Moss, il fait le cross jacket, là, sa prise du sommeil à la Gilbert Bécaud, et il prend le micro, hein, parce que c'est toujours pratique de porter une prise du sommeil en même temps qu'on prend le micro, et il dit en gros que Riddick Moss a été plus impressionnant que Drew McIntyre, que Drew McIntyre est une fraude et qu'il le battra à Crown Jewel dans la cage, en gros. Et il est foufou, les gens essayent de le séparer de Moss, mais il est trop foufou, Karrion Kross. Donc, très méchant aussi. Il est très méchant. Hein, on peut dire qu'il est très très méchant aussi. Alors, Géliel, ça t'a plu toi ce match-là? Est-ce que Moss c'était le bon adversaire pour Karrion ce soir? C'était le bon adversaire pour montrer à quel point Karrion était pas quoi pour moi, parce que il arrive super méchant, super remonté. Attention, maintenant ça va chier.
Et je trouve que, alors j'ai une petite sensibilité pour Matt Catmos aussi. Je trouve que, indépendamment d'un personnage qui reste à trouver pour lui, je trouve qu'il fait bien les choses dans le ring. Il a une grosse vitesse. Enfin, moi j'aime bien. À côté de ça, on a un méchant Karrion Kross qui manque de perdre une fois ou deux et qui ne gagne finalement que grâce à une énième intervention de sa femme. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça très très faible. Et puis surtout, ça mettait beaucoup en valeur Matt Capmos plus que Karrion, je trouve, parce qu'il a pas été loin de la gagner cette-ci. Indépendamment si on met ça indépendamment de la construction en cours de Karrion Kross et de ce qu'on veut nous raconter pour la suite, quoi, notamment versus Drew McIntyre. Je vois pas ce qui légitimerait, hormis histoire feu d'encours, une victoire plutôt de l'un versus l'autre. Et je pense que là, Matt Capmos, pour moi, il pouvait la gagner. Je te dis hors feu, quoi. Et voilà, je trouve que le fait qu'il soit une nouvelle fois aidé et que du coup il n'y arrive pas tout seul, bah ça le met pas fort du tout, quoi. De mon point de vue, ça le met pas fort du tout, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on nous présente pas un Karrion Kross finalement qui est une grosse fraude? Parce que c'est pas ça, en fait, l'histoire. Un imposteur, clairement. Parce que là, si le but c'était de mettre Matt Capmos over, c'est plutôt réussi. Mais si le projet c'est Karrion Kross, on est plutôt à côté là, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Papy? Je vous rejoins à 100% sur ce point de vue. Kross, qui est censé être un bon projet, il apparaît limité de toute façon depuis qu'il est arrivé. À chaque fois qu'il a un adversaire, soit il galère, soit il se fait dominer comme contre McIntyre. Et là, contre Matt Capmos, ce qu'on voit arriver, et quand tu vois les deux arriver dans le ring, tu dis oula, un petit match de mid-card, low-card, parce que bon, t'as pas d'ambiance, lui qui est pas super chaud, les entrées sont pas super impactantes, même celle de Kross, hein, franchement, autant justement sur NXT ça faisait un peu impressionnant, autant là dans le main roster ça fait. Ouais, il faut pas la sortir à chaque fois. Hein. Ça fait cheapos, quoi. Ouais. Donc, ça manque de personnalité, hein, clairement. Et puis au final, c'est Matt Capmos qui vole un peu le show face à Karrion Kross, quoi, qui galère comme un malheureux pour battre son adversaire. Donc, Kross qui a du mal à paraître fort, en fait, depuis son retour à la WWE. C'est vraiment un sentiment que j'ai. Et puis pour la face à Cross Jacket, je sais pas quoi, et effectivement, j'étais content, il n'ait pas mis la main sur l'oreille pour une fois, mais c'est juste pour prendre le micro pour faire sa promo en faisant dodo avec Matt Capmos. Donc, je pense que dès la prochaine fois, il va la remettre sur l'oreille, sa main. Donc, merde. Ou autre chose, mais en tout cas, j'ai trouvé ça ultra long en plus, quoi. On voyait le pauvre Matt Capmos avec les yeux fermés pendant 3 minutes là, alors que l'autre déclamait sa truc. Du coup, ça perdait de l'impact, il était hyper long. Enfin, c'était pas. J'ai pas été fan. Ça, c'est les pages qu'aurait déchiré Vince McMahon le matin en arrivant, je pense. Parce que c'est idiot de faire une promo au micro alors que tu es en train de porter une prise. Forcément, ça fonctionne pas, quoi. On aura un autre exemple un peu plus tard de trucs qu'il faut pas faire. Mais Letty est arrivée. Letty, ça va? Salut à tous. J'ai vu que la porte était ouverte, je suis rentrée. Bah voilà, toi aussi, t'étais pris dans les embouteillages comme Génial. C'est ça. Les super embouteillages. Mais je suis arrivée, finalement. Bah, parfait. On était en train de parler, donc, t'auras compris, de Karrion Kross et Matt Capmos. Est-ce que tu as envie de nous donner un petit avis sur ce match-là? Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. J'ai entendu seulement ce que disait Papy, mais je suis d'accord. Tout à fait, ça a duré longtemps. Enfin, il essaye de paraître fort, mais il lui faut toujours des plombs pour réussir à gagner un match. Et je me dis que voilà, contre McIntyre dans une cage, c'est mort. Enfin, j'espère en tout cas que. Ouais, comme c'est parti, voilà. il va se faire enterrer. Hein. C'est ça. Une petite tombe prévue pour lui en Arabie Saoudite, mais voilà. À moins que sa femme ait encore du spray au poivre ou un désodorisant peut-être, mais bien bon, placé. Dans une cage, ça risque d'être compliqué quand même. Oh, tout se passe dans une cage. Ouais, oui. On avait déjà vu de ces trucs. Donc voilà, Karrion Kross qui n'aura pas convaincu encore. Et Matt Capmos, va falloir en faire quelque chose quand même à un moment donné. Hein, parce que trouvez-lui une personnalité à ce garçon. C'est pas possible. C'est du gâchis, je trouve. C'est vrai, ouais, clairement, ouais. Je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment des trucs à faire avec lui. Donc, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de personnalité, malheureusement, le pauvre. Mais bon, on verra.
On verra ce que le futur réserve à Matt Capnos. Il est arrivé en sidekicks et il a du mal à sortir de ça quoi, pour le moment. Donc, mais alors, quand on n'a pas la créativité d'un Bray Wyatt, il faut effectivement que les bookers lui trouvent une histoire, un personnage, quelque chose. C'est pas, après qu'il ne le sache pas tout seul ou qu'il soit peut-être encore un peu jeune pour se créer son truc. Moi, ça s'entend. Mais il faut que les bookers lui trouvent quelque chose. Quoi. Exactement. Ils sont payés pour ça, hein, quand même, ces grosses feignasses. Pas seulement pour écouter les idées de Bray Wyatt. Il y a une promo de Braun Strowman. Ah ouais, oula. Face caméra comme ça. Parce que on sait très bien que c'est sa spécialité à Braun Strowman de faire une promo face caméra avec son acting tellement impressionnant. Les légendaires. Voilà. En plus, il raconte n'importe quoi. Alors, il nous dit que, souvenez-vous, je retournais des camions, des voitures à l'époque. Je suis quand même super balèze. Mais ce que j'aime, pourquoi je faisais ça, c'est parce que j'aime les challenges. Et Omos, c'est un sacré challenge. Donc voilà, on se retrouve à Crown Jewel et on verra bien ce qui se passera. Ça aussi, j'ai trouvé ça complètement nul en fait. Il est pas bon là-dedans. Bray Wyatt, et puis c'est quoi cette histoire de Bray Wyatt pardon. Braun Strowman, voilà. Braun Strowman, il est pas bon là-dedans. Puis j'ai pas compris cette histoire de mec qui cherche des challenges. Braun Strowman, c'est un monstre qui veut tout détruire. C'est pas un mec qui cherche des challenges. Bref, est-ce que vous avez été plus convaincu par ça, mon bon papy? Oh non, mais non, c'était. C'était zéro. C'était pas bon et ça faisait cheap en plus là. Le truc zoomé sur lui dans les vestiaires là, attention, j'ai retourné les camions, ouais, super. Ouais, t'as l'impression qu'il essaie de donner une espèce de logique à ce qu'il fait, alors que justement l'intérêt jusque-là, c'est qu'il n'y ait pas de logique. Donc, oui. s'il commence à mettre du rationnel là-dedans, il va devenir chiant comme la pluie, Braun Strowman. Ouais. La cohérence qu'on cherche toujours. Pas besoin de cohérence avec un Braun Strowman. Ce qu'on veut, c'est qu'il casse la gueule des gens, c'est tout. Géliel, peut-être quelque chose à sauver? Non, pareil. Enfin, faut qu'il se pose la question des trucs qui servent à rien, autant pas les mettre, quoi. Enfin, je veux dire, quand c'est loupé, c'est loupé. Je pense pareil. Je pense que Vince McMahon, il aurait jeté à la poubelle, un truc comme ça. Ouais. Letty, peut-être que toi, t'as peut-être été impressionné par Braun? Non, pareil. Ils essayent de donner une histoire. Enfin, c'est un peu le problème, je pense, des pay-per-view comme Crown Jewel, c'est qu'ils veulent des affiches et après ils essayent de broder autour de ça, mais ils nous brodent un truc qui n'a aucun sens en fait. Et voilà, il est revenu il y a 3 semaines et je cherche des challenges. Enfin, voilà, ça fait des années qu'on t'a pas vu. Essaye de revenir déjà, d'abord. À la limite, il y aurait dû squasher 5 jobbers, histoire de dire, voilà, t'en as squashé 4, j'en fais 5. Là, ça aurait été rigolo. Voilà. Ouais. Mais bon, une caméra. Et puis il répondait sur le même terrain, quoi. Il répondait sur le même terrain, tu vois. Là, c'était sympa. Puis t'as bon sang, on a MVP qui est là pour faire les promos, donc sinon tu prends MVP pour faire ce type de passage là. Bref, c'était encore un loupé, mais c'est vrai qu'un concours de puissance entre Omos et Braun Strowman, on n'aurait pas été contre. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a encore? Kyle Braxton est toujours dans les vestiaires, et cette fois-ci, une interview Rey Mysterio. Qui débarque, il est très excité à l'idée d'aller affronter Gunther pour le championnat intercontinental. Et là-dessus, il se prend un coup de chaise. L'Imperium débarque, il l'attrape et Gunther vient il déchire son t-shirt et lui met un gros atémi dans la poitrine. Rey Mysterio s'écroule au sol. Voilà, on lui a montré qui c'était le patron. Rey Mysterio, faut pas trop qu'il s'excite. Gunther, c'est un gros morceau. Est-ce que c'était le segment qu'il fallait, Letty, pour nous allécher pour le match de la semaine prochaine? S'il fallait, je suis pas sûre. Après, bon, c'est la loi du nombre. Voilà, ils sont 3, ils sont forts, ils le montrent. Bon, ils ont raison pour le coup. Après, Rey Mysterio, bon, voilà, tout seul, tout petit contre les 3, ça fait un petit peu nain, on va dire, par rapport aux autres. Voilà, après le match, moi j'ai quand même hâte de le voir puisque la technique contre la force brute, on va dire. Moi je suis quand même pas mal intéressée, surtout pour ce qui pourrait se passer éventuellement en ringside en fait.
par rapport est-ce qu'il va se trouver des potes en cours de route, est-ce qu'il va être vraiment tout seul contre 3 à voir. Ça donne quand même envie de voir ce match. Bah, il y a Ricochet qui pourrait venir l'aider si c'était pas un lâche qui était parti embêter les gens comme les Knights qui ont rien à voir dans l'histoire. Mais Top de la Luchador. Merci de laisser Top de la Ricochet Luchador. en dehors de ça. Top de la le Luchador, oui, pourrait venir aider Rey Mysterio. Non, Rey Mysterio, il est tout seul là, mais effectivement, Gunther contre Rey Mysterio, ça va donner quelque chose, je pense. Papy, toi, convaincu par les nazis? Toujours convaincu par les nazis quelque part. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été un peu une grande passion. C'est l'amour de la discipline. Ça. Voilà, c'est ça. On manque de nazis de toute façon, clairement. Mais bon, voilà, sinon rien à dire d'autre. Rien à dire d'autre. Allez, vas-y, de toute façon, là, vas-y. c'est fini. Je comprends bien que tu pourras plus revenir dans l'émission. En tout cas, c'était sympa d'avoir fait toutes ces reviews. Voilà, c'était gentil, mais bon. Voilà. Bon, voilà, on en a trop dit. Allez, voilà. Salut. Salut. Ouais, Géliel, toi? En 2 mots, c'est typiquement le truc inverse du segment d'avant, quoi. On a Gunther qui arrive, qui est spécialisé gros bras, il met un énorme atémi sur Rey Mysterio et il s'en va, et puis ça suffit, ça fait 30 secondes, ça hype le truc comme Letty pour la semaine prochaine, et puis on a envie de voir ce que ça va donner, quoi. Parfait, ouais, exactement. Ils sont méchants, Imperium, c'est ça qui est important, et le pauvre Rey Mysterio, il est tout seul contre eux. C'est l'heure du main event, les amis. Et le main event, c'est le grand retour en main event de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui nous explique que à peu près la même chose que la dernière fois. Hein. Il arrive avec sa musique et tout, il y a une belle mise en scène. Les gens lui disent bon retour parmi nous, tout ça. Voilà, il dit que maintenant il n'y a plus de masque derrière lequel se cacher, plus de fumée, plus de miroir. Il est le vrai Bray Wyatt. Il dit que c'est vrai, à un moment donné, il était hors de contrôle. Il aimait bien être hors de contrôle. Il aime bien se cacher dans ses places sombres. Mais des fois, il sentait plus rien. Il dit que ouais, c'est vrai, il a fait des choses horribles, mais finalement, la lumière s'éteigne et il y a un clip qui se lance. Hein, l'interview, la prestation de Bray Wyatt est coupée et on a ces fameuses séquences avec des coupures, une image hachée, hein, des parasites. Et on a un homme qui apparaît à l'écran, qui porte alors on ne sait pas si c'est son visage ou c'est un masque. Et qui se présente comme l'oncle Audi, Uncle Audi, qui n'est pas content que Bray Wyatt l'ait envoyé loin de lui, hein, il y a si longtemps. Il dit que Bray Wyatt se cache derrière un masque et qu'il ne devrait pas se cacher de son oncle Audi. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, c'est les menaces du mystérieux oncle Audi. Qui ressemble pas à grand chose quand même, hein, quand on le voit d'un peu plus près. Il a un chapeau avec des barbelés, une petite moustache, une petite barbe et un visage en latex, hein, j'ai l'impression. Géliel, est-ce que ce segment autour de Bray Wyatt relance ton intérêt pour Bray Wyatt, ou est-ce qu'on commence à être sur une pente glissante comme on l'a souvent connu avec The Fiend et compagnie? Eh ben, je suis tout à fait de ton avis. On commence à être sur une pente un peu glissante. Alors, j'ai peut-être moins de patience, peut-être que d'autres, hein, qui par rapport à Bray Wyatt. Mais là, ça manque quand même un petit peu d'interaction. Ça manque un petit peu de sens, peut-être même en fait, tout simplement. Parce que moi, en tout cas, j'ai pas compris où est-ce que on voulait nous emmener. Il y avait eu la piste un peu de Bray Wyatt contre lui-même, qui s'en voulait, etc., qui était finalement l'ennemi lui-même, etc. Puis là, on nous présente finalement un antagoniste, mais tellement, c'est entre maquillage, masque, comme tu l'as dit, hein, on sait pas trop où est-ce que ça va. Voilà, j'espère que ça va pas continuer, que ça va pas partir trop loin.
Parce que moi, on risquerait de me perdre. Alors, même si c'est pas très important pour la WWE, mais il faudrait pas non plus que le public derrière également, au-delà du plaisir de revoir Bray Wyatt et dans ses délires, voilà, il y a quand même un moment ou un autre, il va falloir se rapprocher du ring et puis se mettre des tartes sur le museau, même contre n'importe qui. Mais voilà, faudrait que ça arrive assez rapidement maintenant, cette deuxième partie avec les tartes sur le museau, quoi, me concernant. Ouais, je suis assez d'accord. Un mec qui fait une rivalité tout seul avec lui-même, ça peut pas durer trop longtemps. Papy, toi, est-ce que tu retires quelque chose d'intéressant de tout ça? Alors, est-ce que c'est avec lui ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre, type son frère qui serait derrière le masque? Ça, je ne saurais dire, parce que j'ai l'impression de reconnaître des petites intonations de Beau, mais en même temps, ils ont les mêmes intonations les deux, donc c'est peut-être moi qui me fais des films. En tout cas, moi, je miserais plus sur le masque parce que j'avais l'impression qu'on voyait quand même une bouche bouger derrière les lèvres plastiques de Oncle Audi. Ouais, je suis un peu comme vous, moi. En fait, le truc, c'est que ils prennent énormément leur temps pour faire démarrer le truc à la Wyatt, quoi. Mais le souci, c'est que du coup, c'est pas du tout impactant parce que ça n'a d'impact sur absolument rien dans le show, en fait. C'est un impact entre Wyatt et ses vidéos. Donc, Wyatt, vu qu'il fait rien, il passe son temps à vouloir parler au public, il veut pas catcher, il fait rien, bah, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant, quoi. Il s'attaque à personne, il a pas de but, il est juste en train de se faire son kiff avec ses vidéos magiques et ces trucs un peu mysticisme, tout le bordel. Bah, j'attends de voir. Moi, ce que je veux, c'est que ça me dérange pas qu'il aille en étant ultra créatif, mais il faut que c'est un lien avec le reste, quoi. C'est juste pour faire son créatif dans le reste, dans son coin. Il pouvait très bien le faire sur le network ou sur YouTube ou j'en sais rien, sans être dans le SmackDown finalement, parce que ça n'a aucun lien dans le show. Ouais. Letty, est-ce que tu es du même avis? Oui, pareil, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Ils sont partis d'un retour à Extreme Rules qui était quand même hyper grandiose, hyper hypé. Enfin, tout le monde, on imaginait tous un truc de dingue. Et là, avec les semaines, effectivement, la pente, elle descend, et j'ai peur que ça commence à tourner un peu en rond et qu'ils perdent un peu l'intérêt du truc. Effectivement, un peu d'interaction, qui est au moins un réel antagoniste, pas uniquement en vidéo, ça pourrait être un bon plan et assez rapidement parce qu'effectivement, ça tourne beaucoup. Surtout qu'on a eu quand même pas mal de rediffusions de tout ça à Raw. Ouais. Donc en plus, ça rajoute une couche dans le fait que ça tourne en rond et ça pourrait donner quelque chose de super, mais il faut qu'il se réveille et qu'il le fasse vite en fait. C'est ça. Ouais, faut surtout pas que ça traîne. Parce on commence déjà à se lasser. On n'est pas du tout dans une rivalité classique, hein, vu qu'il n'y a pas d'ennemis, en fait, hormis ce mystérieux oncle Audi. Voilà, comme tu le dis, Papy aussi, effectivement, c'est un peu sorti de SmackDown, comme ça, c'est un peu carrément un passage à part. Personne s'approche de Bray Wyatt. Il est en roue libre. Alors, on l'a dit, c'est bien de donner les mains libres aux catcheurs quand on a des mecs comme les Usos, Roman Reigns et compagnie. Sami Zayn et tout ça, Paul Heyman, plusieurs personnages ensemble pour avoir des interactions quand même qui sont super fun. Là, c'est juste Bray Wyatt dans ses œuvres. C'est pas comme si dans sa première carrière à la WWE, on lui avait pas déjà laissé les mains libres pendant un bon moment. Moi, j'espérais quand même quelque chose de plus novateur qu'une espèce de redite comme ça où au lieu que ce soit The Fiend, ce sera l'oncle Audi. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui savaient déjà qu'il s'appelait Oncle Audi avant que on donne officiellement le nom du personnage, parce que c'est ce soir qu'il se présente, le mec, quand même. Ah, pour moi, ouais. Il y avait des panneaux? J'ai pas vu, moi. Je crois que Yerem mentionnait qu'il s'appelait Oncle Audi dans l'émission. Il avait dit, ouais. Ouais. Apparemment, ça tournait déjà sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'embête un peu comme ça d'être laissé sur le côté et d'arriver un petit peu après le train. Mais bon, c'est Bray Wyatt dans ses œuvres. Il va falloir faire avec dans les semaines qui viennent. Moi, j'espère vraiment que ça durera pas trop longtemps parce que on va continuer à s'ennuyer. Là, même pareil, je veux dire, je vous ai ressorti la prestation, les paroles de Bray Wyatt, mais c'est parce que je les prends à résumer. Sinon, j'aurais même pas, je me souviendrais pas alors qu'il est de ce qu'il était en train de raconter.
Tout comme j'ai pas vraiment compris ce que racontait donc Audi, puisque le son est quand même bien. C'est pas intéressant, ouais. C'est souvent comme ça aussi dans le temps, Bray Wyatt, hein, quand il commençait à parler, on décrochait assez rapidement, sauf quand c'était la Firefly Funhouse. Mais sinon, l'intérêt n'était pas non plus dans ses prestations au micro, on va dire. Ouais, je suis assez déçu par ce main event de SmackDown. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que se conclut le show, hein, donc on va passer au mot de la fin. C'est le top, le flop, la note. Honneur aux dames. Letty, qu'est-ce que tu vas donner comme top, qu'est-ce que tu vas donner comme flop, et comme ça tu pourras revenir un peu sur ce dont tu n'as pas parlé, notamment la grosse séquence de début là avec les Usos. Oui, justement. Donc, effectivement, le top, pour moi, ce sera la Bloodline. Sur toutes les différentes, que ce soit autant le match que l'énorme promo qui a suivi, que toutes les autres petites interactions qu'on a vues au moment du show. J'ai adoré cette promo. Franchement, c'était... Il y avait tout. Ils étaient morts de rire. Enfin, ils essayaient, les pauvres, de se contenir. Mais voilà, c'était... Franchement, j'ai adoré cette promo. Sur mes petites notes, j'ai marqué, je pense, la meilleure de l'année. Donc, je suis d'accord. Que je me replonge dans quelques jours, une fois que le truc sera retombé. Mais franchement, c'est... Voilà. Pour mon top, ce sera ça. Le flop, je vais le donner à Hitro et Shinsuke Nakamura. Oh, les pauvres. Oh non. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez apprécié. J'écouterai le début de la review. Mais moi, franchement, Hitro, bon, déjà, je peux pas les voir. Donc, déjà, ça aide pas. Et Nakamura, je me dis, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? C'est une bonne question. On n'a pas la réponse. Le match en lui-même, je pense que pour un premier match, les gars de Del Fantasma méritaient quand même de ne pas se faire écraser par Hitro. Donc, ce sera mon flop. Et la note, j'hésite beaucoup parce qu'il y a eu une super ouverture de show et ça a fini tout doucement entre le New Day, le Braun Strowman, Ronda, ça pente descendante vraiment. Je vais dire un petit 3,25. Allez, 3,5 parce que franchement, voilà, pour la Bloodline. Hein. Okay, voilà. 3,5, on est sur une bonne note hein, quand même. On peut pas dire que tu as été méchant dans cette histoire. J'aime pas être méchante. Voilà, tout s'explique. Géliel, qu'est-ce que quoi alors? Moi, je vais restreindre un petit peu Alors, pour mon flop, je vais restreindre un petit peu et je pense que je vais le donner que à Sami Zayn parce que je pense que c'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui fait qui agite ce truc et qui fait. Je veux dire, je pense pas qu'on aurait eu le même succès ou on aurait eu le même retour, le même talent si lui avait pas été là pour agiter tout ça. Il est incroyable quand même. Et donc, je mets mon top à Sami Zayn. Pour sa participation et l'émulation qu'il a créée auprès de toute la Bloodline. Et puis, alors, je rejoins un peu Letty sur le fait que c'était une très bonne promo, mais je me disais déjà ça de la précédente et même de la précédente, donc je me dis que je suis pas à l'abri d'en avoir une encore meilleure la semaine prochaine et j'ai hâte de continuer à suivre ça. Mon flop, il ira un peu au déroulé de ce SmackDown que j'ai trouvé un peu pas confus, mais en tout cas vraiment trop touffu. Il y avait beaucoup de choses entre les promos Crown Jewel, entre des petites promos de 30 secondes qui servaient pas à grand chose, beaucoup de matchs qui étaient pas terribles, plus des petites interactions, plus à gauche à droite. Finalement, il n'y avait pas de fil rouge, ça m'a un peu manqué. Et on finit sur un truc un peu dans le même style, justement, avec Bray Wyatt qui fait du Bray Wyatt qui part un peu dans tous les sens. Et du coup, du coup, j'ai été un petit peu perdu dans ce SmackDown et du coup ça va impacter ma note parce que moi je vais mettre un 2,5. Il y a eu quelques trucs sympas mais il y a eu trop de trucs où je me suis un petit peu perdu et du coup l'ambiance est retombée et j'ai eu du mal à accrocher sur ma chaise, debout ou assis du début à la fin pour être clair sur ce SmackDown. Voilà. Ouais, après l'opener c'était plus que la débandade hein, presque. Oui. Papy, qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, j'en rejoins un peu les avis à ce niveau-là. Donc le top à l'opener, la Bloodline. Alors moi, je vais pas en distinguer un parce que je trouve même que le jeu de G
même s'il était en difficulté avec le fou rire de Roman, là, quand il lève les yeux, quand il entend Jake qui lui dit j'en ai rien à foutre de la tête de la table. C'est tous des trucs comme ça, là, ils ont vraiment bien joué tous leur mimique, même Paul Heyman à la fin pour conclure le segment et nous dire bon bah voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé, maintenant c'est terminé, vous repassez vous avez fini avec le super, vous avez passé au samplon là. Donc c'était plutôt nickel à ce niveau-là. Le flop du coup, moi je vais le donner à Ronda. Voilà, Ronda la nulle. Voilà, la Ronda la nullasse qui sait pas parler, qui sait pas catcher. Qui va faire qui voilà, the baddest wrestler in the planet. Non, mais je commence un peu à prendre mes notes là en prévision du bilan de l'année et Ronda, franchement, elle a pris énormément d'avance pour le flop là. Franchement, chaque semaine elle arrive à faire de la daube, donc bravo Ronda, continue comme ça. Ah ouais, elle termine bien son année. Ouais. Ah ouais. Et ma note, c'est drôle en fait parce que en fait le show il était lancé avec une puissance de folle avec toute la Bloodline et puis ensuite il a juste fini en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a relancé le show, mais moi j'ai quand même réussi à tenir jusqu'au bout grâce à la poussée initiale de la Bloodline, donc j'ai quand même filé une bonne note, une note de 3, mais si jamais tu retires la Bloodline du show, là tu tombes dans les fins fonds du classement des shows de l'année là. Ouais, je suis bien d'accord, je te rejoins. Le début de show est tellement énorme que on reste sur la lancée, et, on coupe le moteur, on se laisse descendre dans la côte et on arrive à bon port. Mais c'est vrai que si tu enlèves la Bloodline, on est vraiment dans un SmackDown assez exécrable. Donc le top évidemment ira à la Bloodline. Moi j'ai vraiment je suis d'accord avec Letty, c'est sûrement la promo de l'année. J'adore toute la delivery comme on dit en anglais, hein, tout l'acting de tout le monde et puis le fait que ça part aussi en fou rire de l'un ou de l'autre, voilà, on sait pourquoi on garde du direct aussi à ce moment-là et franchement c'était super. Je donnerai mon flop, je vais le donner à Ricochet et LA Knight, hein, qui ont fait une promo complètement piteuse. J'aurais honte à leur place, honnêtement. Et par contre, comme la promo de la Bloodline était quand même assez exceptionnelle, je vais aussi monter à 3 la note. Mais effectivement, si tu enlèves la Bloodline, on sera à 0,5, je pense, un truc comme ça. Heureusement qu'on a les bonnes main eventers, les bons main eventers à la bonne place à SmackDown. Ça permet de sauver le show chaque semaine. Voilà. Là, on a fait le tour de la question, les enfants. Donc c'est l'heure de la fameuse autopromo, hein, votre passage préféré dans l'émission. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. On a notamment notre analyse de Monday Night Raw qui est en ligne. N'hésitez pas à aller la checker. Hein. Vous pouvez aussi aller checker notre dernière review du dernier PLE. Tout ça, c'est en ligne, c'est dans les archives, c'est gratos. On est sur Twitter, c'est @catchupcdc, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, vous nous retrouvez toutes les semaines. Les amis, Papy, Jeliel, Letty, merci beaucoup d'être venus. Merci à toi pour nous avoir invités, et nous avoir laissé rentrer dans le studio. Et oui, la porte est toujours ouverte depuis que j'ai perdu les clés. Et pour le reste, les amis, j'espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de la WWE. À bientôt les amis, ciao ciao. Salut à tous. Bonne fin de journée, salut à tous. Salut tout le monde. On va peut-être récupérer des germanophiles du coup. Faudrait voir si on peut voir les stats. Je ne dis plus rien sur le sujet, j'ai peur pour ma place.